Des plaines gelées, des montagnes dont les sommets blancs scintillent au soleil lointain et de la neige rouge. Bienvenue sur Pluton, où plus rien n'a de sens. En la regardant de loin, cette planète boule de glace présente surtout des nuances de blanc et de bleu clair caractéristiques de l'hiver. Une fois que tu auras atterri à la surface, tu remarqueras aussi un beau ciel bleu familier. Mais tu vois cette tache rouge en forme de baleine qui longe l'équateur? Juste là, à gauche de la région blanche en forme de cœur. Waouh, sacré truc! Cette tache est plus grande que l'Alaska, et c'est un mystère pour les scientifiques. Ce n'est pas de la terre rouge argileuse ou quoi que ce soit que tu puisses voir sur Terre. C'est la version plutonienne de la glace. Les scientifiques pensent qu'elle est rouge parce que l'atmosphère laisse tomber sur la surface un étrange produit chimique qui ressemble à de la suie, appelé tholin. C'est la même substance qui explique la casquette rouge sur la lune de Pluton, Charon. Maintenant, regarde de plus près. Oh, regarde, nous avons une chaîne de montagnes. Oui, la glace rouge de Pluton est comme de la roche, et elle est suffisamment dure pour former des montagnes entières. Ces pics blancs qui se détachent sur le rouge sombre ne sont pas des calottes de neige comme nous en avons sur Terre. Non, c'est du méthane gelé. Pour une si petite planète, les montagnes de Pluton sont énormes, plus grandes que l'Everest et faites entièrement de glace. Un paysage aussi bizarre n'existe nulle part ailleurs dans notre système solaire. Oui, Pluton est un endroit froid et rude. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 240 degrés Celsius. La température la plus froide jamais enregistrée sur Terre se situait en Antarctique, à peine moins 93 degrés Celsius. Maintenant, retournons au cœur de Pluton. C'est en fait une vaste plaine couverte de glace de nitrogène. Les scientifiques ont découvert que le cœur de Pluton fait souffler les vents de la planète. Les cratères sont aussi très grands et certains d'entre eux montrent des signes de remplissage et d'érosion. C'est quelque chose qui se produit ici même sur Terre. Lorsque la Terre est usée et façonnée par des forces naturelles comme le vent, l'eau et la glace, c'est l'érosion. Qu'est-ce qui rend tout cela si spécial sur Pluton? Cela pourrait être la preuve qu'il existe ici une activité de plaques tectoniques. Tu sais, ces grandes plaques de terre qui surfent sur la roche liquide, formant des chaînes de montagnes, séparant les continents et les remettant ensemble. C'est quelque chose que les scientifiques n'ont jusqu'à présent observé que sur la Terre, mais jamais sur une autre planète du système solaire. Si cela se trouve, Pluton ressemble beaucoup plus à notre propre planète qu'on ne croit. Car en plus, il y a de l'eau sur Pluton, un tiers de sa surface pour être précis. Mais bien sûr, ce n'est pas comme l'eau de la Terre. C'est plus comme un liquide rocheux. Miam! Toujours aucun signe de vie là-bas, du moins pas pour l'instant. Il a fallu beaucoup de temps pour obtenir le peu d'informations que nous avons sur Pluton. Elle a été découverte pour la première fois il y a presque 100 ans et était considérée comme la 9e planète en partant du Soleil. C'est en 2006 que sa carte de membre officiel du Club des planètes a été révoquée. Pauvre Pluton! Elle a été surnommée la plus grosse planète naine de la ceinture de Kuiper, une région située à l'extérieur de notre système solaire, remplie d'autres planètes naines et de corps glacés qui tournent autour du Soleil. Quelques mois auparavant, ils avaient lancé la mission New Horizons. Il s'agit de la première sonde spatiale que les chercheurs ont envoyée vers Pluton en 2006. Filant à plus de 56 000 km/h, soit 45 fois la vitesse du son, il a tout de même fallu à la sonde près d'une décennie pour atteindre sa destination. C'est pour dire à quel point la petite planète est éloignée. En fait, Pluton se trouve à près de 40 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Si tu étais là en train de regarder le ciel, tu verrais le Soleil comme un minuscule point, comme n'importe quelle autre étoile dans le ciel. Lorsque New Horizons a finalement atteint Pluton en 2015, il s'est suffisamment rapproché pour prendre d'incroyables photos de la surface. Elle a également recueilli des données et des observations importantes comme ces étranges taches rouges et cette région en forme de cœur. Mais Pluton nous semble encore plus étrange, surtout son orbite. La plupart des autres planètes tournent autour du Soleil en formant des cercles presque parfaits, le Soleil étant proche du centre. Or, le Soleil est loin d'être au centre de l'orbite de Pluton, et l'orbite est tellement étirée que Pluton croise plusieurs fois la route de Neptune et se rapproche plus du Soleil que la géante gazeuse bleue. Donc, voici l'effet exceptionnel de cette étrange orbite. Pluton a parfois une atmosphère et parfois non. Lorsqu'elle est proche du Soleil, une fine atmosphère d'azote se forme. Mais lorsque la planète commence à s'éloigner de notre étoile, l'atmosphère gèle et tombe à la surface dans une tempête de glace aux proportions colossales. Pluton est probablement beaucoup plus petite que tu ne l'imagines. Si tu la mets sur une carte de la Terre, elle ne s'étendrait que sur la moitié du territoire américain.
Pourtant, cette petite planète possède 5 lunes qui tournent autour d'elle. Et la vie sur Pluton serait une année sans fin pour nous, les humains. Imagine, pas d'anniversaire pendant toute ta vie. Depuis sa découverte en 1930, nous ne l'avons toujours pas vu faire un tour complet autour du Soleil. Une année sur Pluton correspond à 248 années terrestres, et nous le verrons enfin le 23 mars 2178. Note-le dans ton calendrier. Depuis que Pluton a été exclu du club des planètes officielles, Neptune est devenue la dernière de la file. Il s'agit en fait d'une grosse boule de glace et de gaz. Comme pour les autres géantes gazeuses, si tu essayais d'atterrir sur cette planète, tu ne ferais que t'enfoncer de plus en plus dans des nuages et une atmosphère apparemment sans fin. Une chose amusante à propos de la planète bleue, elle n'a peut-être pas une surface rocheuse comme celle que toi et moi connaissons, mais sa gravité à la surface est à peu près la même que celle de la Terre. On ne peut pas en dire autant de toutes les autres planètes du système solaire. En nous rapprochant du Soleil, nous passons devant la géante gazeuse suivante, Uranus. Cette planète anticonformiste fait le tour du Soleil en roulant sur le côté. Une orbite complète correspond à 84 années sur Terre. Tu auras donc peut-être la chance de fêter un seul anniversaire durant toute ta vie. Attention, tu n'auras qu'une seule fête, alors profite bien. Et maintenant, nous approchons du joyau du système solaire, Saturne. La deuxième plus grande planète après Jupiter est une autre géante gazeuse, où tu sombrerais dans une atmosphère sans fin si tu essayais d'y faire atterrir un vaisseau spatial. Saturne est la planète la moins dense de toutes, ce qui signifie que si tu la mettais dans un verre d'eau géant, elle flotterait. Ces fameux anneaux sont constitués de poussière de glace et de roches. Certains sont aussi petits qu'un grain de sable, d'autres plus gros que des maisons. Mais écoute ça, les anneaux de Saturne tombent sous forme de pluie sur la planète, assez pour remplir une piscine olympique en une demi-heure. À ce rythme, le célèbre système d'anneaux bleus disparaîtra complètement dans 300 millions d'années. Au fait, Neptune, Uranus et Jupiter ont aussi des anneaux, mais ils ne sont pas aussi visibles et brillants que ceux de Saturne. Imagine que tu rassembles toutes les planètes en une seule. Maintenant, multiplie-la par 2. Non, toujours pas aussi grande que Jupiter. Les scientifiques l'appellent une étoile ratée, car elle est principalement composée d'hélium et d'hydrogène, tout comme notre Soleil. Mais cette planète géante n'est toujours pas assez grosse pour déclencher les processus chimiques qui pourraient la transformer en étoile. C'est la planète qui tourne le plus vite et il ne lui faut que 10 heures pour effectuer une rotation complète sur son axe. Imagine que tu essaies de condenser le sommeil, le travail, les amis, les loisirs, le cinéma, le shopping, toute ta routine en moins d'une demi-journée sur Terre. De magnifiques hautes montagnes, les plus hautes de tout le système solaire, les tempêtes de poussière les plus spectaculaires jamais vues, des vallées profondes, des cratères. Oui, je parle de Mars, notre maison potentielle dans le futur. Si tu aimes les couchers de soleil, tu apprécieras certainement ceux de Mars. Ils sont incroyablement bleus alors que le ciel est rouge rosé toute la journée. Même si Mars est une voisine très proche, depuis sa surface, le Soleil paraîtrait moitié moins grand que depuis la Terre. Donc en fait, elle n'est pas aussi proche qu'il n'y paraît. Oh, et si tu as toujours rêvé de devenir joueur de basket, sache que Mars est l'endroit idéal pour ça. La gravité de la planète rouge ne représente que 37% de celle de la Terre. Tu sauterais donc 3 fois plus haut là-bas. Vénus est la planète de tous les extrêmes. La surface la plus chaude, le plus grand nombre de volcans, la planète la plus brillante et enfin, la plus proche de la Terre. C'est aussi celle qui tourne le plus lentement. On peut même carrément dire qu'elle tourne à peine, ce qui fait qu'une journée sur Vénus dure 243 jours terrestres. Voilà qui te laisserait le temps de faire des tonnes de choses. Vénus tourne également dans le sens inverse de la Terre, ce qui fait que les levées de soleil sont à l'ouest et les couchers à l'est. Elle n'a pas de lune ni d'anneau, et en plus, il s'agit de la plus petite planète de tout le système solaire. Une année n'y dure que 88 jours, donc si tu y vivais, tu aurais beaucoup plus d'anniversaires. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais ce n'est pas la plus chaude. Cette place revient à Vénus. Les températures sur Mercure ne sont pas aussi élevées que sur Vénus parce que la planète n'a pas d'atmosphère pour retenir la chaleur du Soleil. La vraie particularité de Mercure, ce sont ses rides. Son noyau de fer s'est refroidi et a rétréci, entraînant la contraction de la surface et la formation de ses rides. Ça, et aussi le fait qu'elle est super proche du Soleil, mais qu'elle n'a pas besoin de protecteur solaire. Et je ne suis pas sûr de cette dernière info. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ?
Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son, et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 centimètre cube d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense? Qu'entendrions-nous? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas? Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autres choses. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance.
Mais c'est quand même mieux que rien, non? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique. Avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Un astronaute dit quelque chose à son collègue. Les ondes sonores se transforment en ondes radio, atteignent l'autre personne et sont ensuite reconverties en son. Et c'est ainsi que nous obtenons ce qu'on appelle les sons de l'espace. Notre planète est d'ailleurs très bruyante à cet égard. Nous envoyons une énorme quantité d'ondes radio dans l'univers, tous les signaux radio que nous avons déjà écoutés. Dommage qu'ils ne voyagent qu'à 110 années-lumière de nous. Mais après tout, c'est peut-être une bonne chose qu'on n'entende pas tout ce qui se passe dans l'espace. Imagine que le son puisse facilement voyager dans l'univers. On entendrait absolument tout, des éruptions solaires aux supernovas. Assourdissant, n'est-ce pas? L'univers n'est pas statique. Il évolue en permanence et grandit dans toutes les directions. Il est en expansion et les scientifiques l'ont découvert il y a presque un siècle. Mais il ne le fait pas à un rythme stable. Plus le temps passe, plus l'univers s'étend rapidement. Et par conséquent, les étoiles, les planètes et les galaxies s'éloignent de plus en plus les unes des autres, ce qui laisse plus d'espace entre elles. Mais alors, dans ce cas, l'univers est censé se refroidir à mesure qu'il s'étend, n'est-ce pas? Car après tout, il était beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud lorsque le Big Bang s'est produit. Et pendant son expansion, l'espace s'est refroidi, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation de planètes, d'étoiles et d'autres objets spatiaux. En réalité, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe actuellement, et les scientifiques ont été tout aussi surpris de le découvrir. Notre univers se réchauffe. Ils ont observé la température de gaz cosmiques éloignés de notre planète natale par rapport à de jeunes gaz plus proches de la Terre. Comme on mesure les distances spatiales en années-lumière, les régions plus éloignées sont comme une fenêtre sur le passé, tandis que les régions plus proches permettent une observation du temps présent. Bref, ils ont découvert que la température d'un certain gaz dans l'espace a augmenté plus de 10 fois au cours des 10 derniers milliards d'années, et la température du gaz cosmique répandu dans tout l'univers peut atteindre environ 2 millions de degrés Celsius. Waouh!
À mesure que l'univers s'étend, la force gravitationnelle fait son œuvre et tire le gaz et la matière noire ensemble. Elle fait un travail assez titanesque puisqu'elle crée des galaxies et des amas de galaxies à partir de ces matières. Et ce processus est totalement chaotique. Tellement chaotique que de plus en plus de gaz se réchauffent pendant que tout cela se produit. L'espace était extrêmement chaud lorsqu'il venait de se former il y a 13,7 milliards d'années. Et s'il redevenait aussi chaud? Les scientifiques observent la situation. Ils ont découvert que les températures dans l'espace ont augmenté en mesurant les gaz cosmiques en utilisant une méthode appelée décalage vers le rouge. Ils utilisent généralement cette méthode lorsqu'ils veulent voir à quelle distance se trouvent certains objets spatiaux. Ceux qui sont plus proches de nous ont des longueurs d'onde lumineuses plus courtes. Plus un objet est éloigné, plus ses longueurs d'onde lumineuses sont longues. Et on peut déterminer la température d'un certain objet à partir de sa lumière. En moyenne, l'espace est un endroit plutôt froid. La lueur résiduelle du Big Bang s'appelle CMB, qui est l'abréviation de Cosmic Microwave Background, fond diffus cosmologique en français. Il est si puissant et intense qu'il baigne l'univers entier dans la lumière. C'est la seule chose qui réchauffe significativement la matière. Mais il existe de nombreux mécanismes à plus petite échelle qui contribuent à réchauffer la matière dans l'univers. Et ils pourraient s'emballer si l'espace se réchauffe. Prenons les étoiles par exemple. Elles émettent un rayonnement qui affecte la poussière et le gaz à proximité. Elles rayonnent aussi dans l'infrarouge lointain. Lorsqu'une étoile est à son stade initial, le rayonnement qui en provient forme des structures protoplanétaires qui ressemblent à des disques. Ils se forment principalement dans un seul plan, et une étoile centrale brillante produit un gaz avec des reflets bleus. Il s'est passé la même chose avec notre système planétaire. Une forte énergie et des forces gravitationnelles ont provoqué des collisions, de la poussière et du gaz dans un tourbillon incontrôlé qui a formé des planètes. C'est pourquoi la plupart des planètes de notre système solaire orbitent dans la même direction. C'est aussi la direction dans laquelle ce tourbillon géant tournait il y a longtemps. Étoiles actives, galaxies en collision, cataclysmes stellaires, trous noirs, étoiles à neutrons, l'univers a tellement de sources d'énergie. Et lorsqu'on entoure la matière normale de l'espace d'un environnement aussi énergique, elle se réchauffe considérablement. Lorsque tu chauffes quelque chose, de l'énergie en rayonne d'une certaine façon. Dans la plupart des cas, les galaxies n'ont que quelques zones où les étoiles se forment, dans des régions où le gaz s'effondre. Une bulle qui entoure cette zone contient de l'hydrogène ionisé. Les 3/4 de notre Soleil sont constitués d'hydrogène. Grâce à cet hydrogène, le Soleil nous tient chaud. Dans son noyau, l'hydrogène se transforme en hélium et provoque une fusion atomique. C'est comme ça que notre Soleil libère son énergie. Les radiations chauffent tout ce gaz à des millions de degrés. En même temps, il ionise un grand nombre d'atomes et de molécules, ce qui signifie qu'il les transforme en ions. Les atomes sont des particules neutres, tandis que les ions sont des particules chargées négativement ou positivement. Si l'univers se réchauffe, notre Soleil pourrait aussi se réchauffer. Si sa température atteignait 30 000 degrés Kelvin, il pourrait devenir suffisamment chaud pour ioniser tous les matériaux qu'il a précédemment éjectés. Et cela pourrait créer une véritable nébuleuse planétaire. Il s'agirait d'une nébuleuse en forme d'anneau qui se forme généralement à cause d'un gaz en expansion qui entoure une étoile vieillissante. Comme la température ne cesse d'augmenter, l'hydrogène s'ionise. À quelques milliers de degrés, cela pourrait rendre les nébuleuses de notre système solaire roses avec des lignes d'émission. Notre Soleil pourrait arriver à sa fin s'il atteignait la température de 50 000 degrés Kelvin. Et si tu pouvais flotter dans l'espace et t'en approcher, tu le verrais briller dans des tons verts sinistres à cause de l'oxygène doublement ionisé. Les phénomènes à haute énergie font en sorte que davantage de galaxies entrent en collision. Cela chauffe encore plus les gaz et finit par provoquer des émissions de rayons X. Maintenant, qu'en est-il des trous noirs et des étoiles à neutrons qui rayonnent? Quand ils s'emballent, ils peuvent façonner des galaxies entières et qui sait quoi d'autre? Peut-être aurons-nous aussi plus de masers. Ce sont des lasers naturels produits par notre univers. Ils apparaissent lorsque de grandes populations de molécules reçoivent de grandes quantités d'énergie. À l'heure actuelle, les scientifiques ont trouvé le maser le plus puissant, mais aussi le plus éloigné, et il est si puissant qu'il est plus lumineux que la lumière que produirait 6000 soleils, et ce, dans une seule ligne d'émission. Peut-être que nous découvrirons alors des masers encore plus puissants, dans le cas où nous serions encore là.
Parce qu'à mesure que l'univers se réchauffe, le rayonnement cosmique devient plus fort, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la vie sur Terre. L'augmentation du rayonnement cosmique pourrait nous nuire. Qui sait si la vie serait même possible sur Terre dans ce cas, ou si la puissante force gravitationnelle ne ferait pas s'écraser notre planète natale sur une autre. Mais peut-être que la vie telle que nous la connaissons ne disparaîtrait pas complètement. Ou si cela arrivait, elle pourrait retrouver sa place d'une manière ou d'une autre, peut-être dans un avenir lointain. Il est possible que notre univers puisse de nouveau accueillir la vie dans ses formes primitives. Cela n'a pas l'air très plausible quand on pense au chaos que le Big Bang a provoqué, n'est-ce pas? Mais ce n'était que le début. Après que les choses se sont un peu calmées, les restes des premières étoiles ont formé des planètes telluriques. Dans notre système solaire, il s'agit de la Terre, Mars, Mercure et Vénus. Tu ne peux pas poser les pieds sur les autres car ce sont des géantes gazeuses. À l'époque, le rayonnement était assez intense, donc les planètes telluriques avaient un environnement adéquat pour se former. Car il faut beaucoup d'énergie pour faire tourbillonner la poussière et les particules et cuire une planète à ce point. Cette période de temps coïncide à peu près avec celle où les premières étoiles se sont formées dans notre univers. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais situé sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte.
Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces deux planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre. Vénus a des températures exceptionnellement élevées, assez chaudes pour faire fondre le plomb. C'est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec une atmosphère à haute pression et des vents super puissants. Les vents y sont 50 fois plus rapides que la rotation de la planète. Ils se renforcent avec le temps et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Mais ils ont trouvé quelque chose d'intéressant dans les nuages de la planète. Un signe potentiel de matière biologique en décomposition. Pourrait-il y avoir de la vie alors? Pas tout à fait, car Vénus a une atmosphère sèche et venteuse et n'a pas assez d'eau pour que la vie s'y épanouisse. Les anneaux autour des planètes sont plus courants qu'on ne le pensait. Les anneaux de Saturne sont les plus célèbres et les plus spectaculaires. Ils sont particulièrement constitués de glaces d'eau réfléchissantes et étincelantes, et on ne peut rien voir de tel dans le reste de notre système solaire. Jupiter, Uranus et Neptune ont aussi des systèmes d'anneaux. Et ceux-ci sont très probablement composés de poussière et de particules rocheuses. Les astronomes ont découvert que des anneaux entouraient aussi un astéroïde. Et en parlant d'anneaux, pourquoi penses-tu que la Terre n'en a pas? Les 4 géantes gazeuses ont des anneaux, alors que les 4 planètes telluriques n'en ont pas. 2 théories expliquent comment les anneaux se forment. Ils pourraient être des restes de l'époque où les planètes se formaient, ou bien ils pourraient être les débris d'un impact qui a détruit une lune inconnue, ou encore, c'est la gravité qui s'est chargée d'arracher cette lune à sa planète mère. On ne sait pas vraiment pourquoi seules les planètes gazeuses ont des anneaux. Ces dernières se sont formées dans la zone extérieure de notre système solaire,
alors que les planètes telluriques uniquement dans ces cercles intérieurs. Cela pourrait être un bon indice. Peut-être que ces planètes telluriques intérieures étaient simplement mieux protégées des impacts forts qui auraient pu former des anneaux. De plus, il y a plus de lunes dans le système solaire externe et il y a aussi plus d'anneaux. Un autre facteur pourrait être le volume plus important des planètes gazeuses qui permettrait à un système d'anneaux d'y rester stable. Certaines théories affirment même que la Terre avait autrefois un système d'anneaux. Il y a très longtemps, notre planète est entrée en collision avec un objet de la taille de Mars, ce qui a très probablement donné naissance à un anneau dense de particules et de débris. Mais notre histoire est un peu différente de celle des planètes extérieures, et ces anneaux se sont probablement combinés pour former la Lune. Connaît-on la forme de l'univers? Einstein a mis au point la théorie de la relativité générale. Elle stipulait que l'univers pouvait avoir l'une de ces trois formes, fermé comme une sphère, ouvert comme une selle ou plat comme une feuille de papier. Sa forme détermine s'il est infini ou non, et s'il va s'étendre pour toujours ou peut-être s'effondrer à un moment donné. La forme de l'univers dépend de sa densité et de son taux d'expansion. L'une des meilleures façons de déterminer sa forme est d'utiliser ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. C'est la rémanence, autrement dit ce qu'il reste du Big Bang. Les ondes sonores qui se déplaçaient dans l'univers à ses débuts ont produit des variations spatiales assez faibles dans la température de sa faible lumière. Les résultats des études ont montré que l'univers se dilatait probablement dans toutes les directions, ce qui signifie qu'il est plat. Comment se fait-il que notre Soleil soit chaud alors que la Lune est froide? Le Soleil dégage de la chaleur car son noyau est extrêmement chaud. À l'intérieur, la pression est très élevée et l'hydrogène se transforme en hélium. C'est ainsi que le Soleil crée de la lumière et de la chaleur. La lumière et la chaleur solaire sont suffisantes pour éclairer nos journées sur Terre et pour entretenir la vie, même si le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de nous. La Lune n'est pas chaude car elle n'a pas d'atmosphère et ne peut donc pas absorber la lumière du Soleil comme le fait notre planète. Sa surface devient très chaude pendant la journée, environ 100 degrés Celsius, mais comme il n'y a pas d'atmosphère, la température baisse drastiquement pendant la nuit jusqu'à moins 173 degrés Celsius. Le Soleil est chaud, cela ne fait aucun doute, mais l'espace qui l'entoure est très froid. La chaleur est l'énergie que les objets stockent en eux. La température est la façon dont nous mesurons si quelque chose est chaud ou froid. Lorsque de la chaleur est transférée à certains objets, leur température augmente. Si on l'enlève, la température baisse. La chaleur peut être transférée de trois façons différentes, par convection, par conduction et par rayonnement. La convection fonctionne dans les gaz et les liquides, tandis que la conduction concerne les solides. La température n'affecte que la matière. Or, l'espace n'a pas assez de particules, c'est presque un vide complet, ce qui signifie que le transfert de chaleur n'y est pas efficace. La seule façon de le faire est par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil tombe sur un objet sous forme de rayonnement, les atomes qui composent cet objet absorbent de l'énergie. Cette énergie déplace les atomes et leur fait produire de la chaleur tout au long de ce processus. Dans l'espace, la température des objets reste la même pendant longtemps. Les objets froids restent froids et les objets chauds restent chauds. Si tu places un objet en dehors de l'atmosphère terrestre et que tu l'exposes à la lumière directe du Soleil, le Soleil le chauffera à environ 120 degrés Celsius. Les objets dans l'espace qui entourent notre planète et ne reçoivent pas directement la lumière du Soleil ont une température de 10 degrés Celsius. La température est telle parce que des molécules s'échappent de notre atmosphère et sont réchauffées par le Soleil. On a longtemps pensé que l'eau était très rare dans l'espace. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de la glace d'eau dans tout notre système solaire. Pour commencer, tu peux généralement trouver de l'eau sur les astéroïdes et les comètes. Il y en a aussi dans les cratères de Mercure et de la Lune qui sont dans l'ombre en permanence. Sur Mars, tu pourrais trouver de la glace à ses pôles, sous la poussière de surface et dans le givre. Ce n'est peut-être pas suffisant pour faire vivre des colonies humaines, mais c'est quand même un début. Certains autres corps de notre système solaire contiennent aussi de la glace, comme la planète naine Cérès et l'une des lunes de Saturne. Europe, l'une des lunes de Jupiter, est l'une des candidates les plus sérieuses dont nous suspectons qu'elle pourrait potentiellement abriter de la vie. Elle possède probablement un océan entier sous sa surface, gelé et craquelé. Elle pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de notre planète réunis. Titan, la plus grande des lunes de Saturne, a aussi un cycle liquide, mais ce n'est pas de l'eau.
Son cycle déplace des matériaux entre la surface et l'atmosphère. À première vue, cela ressemble au cycle de l'eau que nous avons sur Terre. Mais les immenses lacs de Titan sont remplis d'éthane et de méthane. Il y a toutefois des chances qu'il se trouve au-dessus d'une couche d'eau. Neptune est environ 30 fois plus éloignée du Soleil que nous. Bien sûr, elle reçoit beaucoup moins de lumière et de chaleur que la Terre. Mais elle émet aussi beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Il se passe plus de choses dans son atmosphère, surtout si tu la compares à sa voisine Uranus. Uranus est plus proche du Soleil, mais elle émet pourtant la même quantité de chaleur que Neptune. Les vents sur Neptune sont d'une puissance folle. Ils soufflent à 2400 km/h. Personne ne sait encore pourquoi. Cela pourrait être une contraction gravitationnelle, de l'énergie provenant de son noyau ou encore du Soleil. Peux-tu imaginer de la glace chaude? Il en existe à seulement 33 années-lumière de nous sur une exoplanète. Cette planète est composée de différents éléments aqueux qui forment de la glace brûlante. La glace qui s'y trouve est solide à cause de la pression, mais les températures de surface sont extrêmes et vont jusqu'à 300 degrés Celsius. C'est ainsi que l'eau reste très chaude et se dégage sous forme de vapeur. Imagine mettre de la glace dans ton café pour le réchauffer. Quand tu regardes les étoiles, c'est presque comme si tu regardais dans le passé. Les étoiles sont très éloignées et leur lumière met beaucoup de temps à atteindre notre planète. Il est donc possible que certaines d'entre elles soient déjà à court de carburant et ne soient plus vivantes. Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète. Celle-ci avait des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius, qui étaient donc assez tolérables et pas si différentes des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous. De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre, à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour suivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire.
L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre. Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à 0. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre ou remonter vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif.